Bonsoir. Aujourd'hui, pour cette 8e séance de ce cours sur l'interurbanité, je m'intéresserai à un deuxième couple de villes réceptrices avant, pour le prochain et dernier cours, de m'arrêter sur New York et Buenos Aires. Donc aujourd'hui, deux capitales à nouveau, Berlin et Moscou, deux capitales qui ne furent pas d'emblée, contrairement à Saint-Pétersbourg et Washington, créées comme les capitales de grands États-nations, mais qui furent des capitales pendant longtemps sous des statuts différents, même si elles perdirent ce statut à divers moments. Donc la fondation de ces deux villes, Berlin et Moscou, est très proche dans le temps. Berlin, 1244, Moscou, 1147. Donc ce sont deux villes qui ont en commun le fait de ne pas avoir été construites elles ne sont pas construites d'une pièce, mais elles ne sont pas non plus construites sur un damier romain ou réinterprétées au fil des siècles. Ces deux villes furent contestées dans leur statut de capitale. Berlin, ville de résidence, puis capitale des rois de Prusse, capitale impériale, et puis qui perdit son statut ou qui ne le garda que pour la partie orientale de la ville, capitale de la République démocratique allemande de 1949 à 1990, donc pendant 40 ans. Moscou fut privé de son statut de capitale par Pierre le Grand et le retrouva avec Lénine et surtout Staline qui le magnifia. Ce sont aussi deux villes qui furent des vitrines de deux grands totalitarismes du XXe siècle qui tentèrent de les transformer, ce qui fut un échec relatif, mais quand même assez clair dans le cas de Berlin, qui ne garde que quelques stigmates des projets d'Albert Speer. Ce ne fut pas le cas à Moscou, qui fut profondément bouleversé sous le stalinisme. Toutes ces deux villes furent aussi et sont aussi un autre trait qui les rapproche au centre d'un territoire largement vide. Elles n'ont guère connu d'obstacle à leur expansion récente. Le seul obstacle fut évidemment, pendant la guerre froide, le statut d'île étroitement surveillée qui était celui de Berlin-Ouest. Alors, Berlin, tout d'abord. Berlin, dont nous voyons ici la croissance entre le XIIIe et le XIXe siècle, c'est une ville, donc je disais, c'est une ville jeune, dont le noyau initial date du XIIIe siècle. Ici, ce noyau, comme on le voit, est double. Deux villes jumelles, en effet, furent créées au bord de la Spree. Tout d'abord la ville de Köln et ensuite la ville de Berlin. Ces deux villes, donc c'est quand même un cas assez intéressant de ville bicéphale. Autour de ce noyau, de ces villes bicéphales fortifiées, un système de faubourgs se créa par addition successive. Donc le cas de Berlin est un cas tout à fait intéressant si on le confronte à celui de Paris ou de Londres, des villes qui se transforment et qui évoluent dans le temps sous la forme, certes, dans le mode de l'extension, mais aussi dans le mode du palimpseste. Par exemple, Paris au-dessus et à travers, le damier de Lutèce, Londres gardant largement la trame des rues pendant la reconstruction après le grand incendie, aux grandes dames des architectes qui auraient voulu la rénover. Rien de cela à Berlin, c'est une ville qui grandit selon un phénomène de collage, par plaques, par entités successives, d'ailleurs nommées parfois des Städte, des villes. On voit ici par exemple la Friedrichstadt, ou au nord de la Friedrichstadt, la Dorotheenstadt. Ce sont presque des entités autonomes qui s'ajoutent aux faubourgs créés notamment à partir du XVIe et surtout du XVIIe siècle à l'est et au nord de la ville. Ici, un panorama de cette ville telle qu'elle était lorsqu'elle était la résidence de l'électeur de Prusse, qui n'était pas encore le roi de Prusse à la fin du XVIIe siècle. Donc vous voyez que cette ville, très serrée à l'intérieur de son enceinte,
On voit déjà quelques éléments du paysage urbain futur apparaître, notamment la fameuse allée des Tilleuls, Unter den Linden à l'ouest, qui gardera cette forme jusqu'à aujourd'hui. Mais l'on voit aussi progressivement ces faubourgs apparaître en dehors des murs. Une logique d'addition qui n'exclut pas l'importation de formes urbaines, je dirais, étrangères ou exotiques. Ici, lorsque la Friedrichstadt est créée au milieu du XVIIIe siècle, la ville qui est consacrée au roi de Prusse Frédéric, vous voyez à la fois le maintien de l'enceinte, la voie sous les tilleuls, Unter den Linden, l'existence d'un mur douanier, comme comparable au mur de Ledoux à Paris, au mur des fermiers généraux, et dans le même temps l'idée d'un début d'embellissement urbain à partir de places dont la forme serait différenciée. La Pariser Platz, la place de Paris, au débouché d'Unter den Linden, et que domine la porte de Brandebourg. Donc, c'est une image bien connue que je ne vous présenterai pas. La Potsdamer Platz, qui conduit à la résidence des rois à Potsdam, qui prend une forme octogonale, à l'image de la place Vendôme, qui est un peu oblongue par rapport à cela, et cette place circulaire, dite la place de la Rondelle, dans le langage berlinois qui, avec l'arrivée de milliers de huguenots au début du XVIIIe siècle, est devenu un langage saturé de locution française. Donc cette Rondelplatz que vous voyez ici la perspective nous conduit depuis la Rondelle jusqu'à Unter den Linden avec un raccourci saisissant qui nous montre ce dispositif de grands îlots entourant des jardins. Nous voyons aussi une forme de trident, qui est un trident plus irrégulier que ceux que l'on a vus jusqu'à présent, mais qui finalement est un trident du même ordre que celui de Rome, puisque c'est un trident distributeur, par opposition au trident de Saint-Pétersbourg, qui sont des tridents, je dirais presque inducteurs, qui conduisent, ou celui de Versailles, qui est plus ambigu. Voilà, en 1792, donc peu avant l'arrivée des forces des forces françaises, des forces de Napoléon, vous voyez ici le dispositif de ces villes, notamment Unter den Linden, dont je viens de parler, les trois places, la Rondelle, cette ville régulière qui se trouve au bord d'une ville encore largement, dont le noyau est un noyau encore largement médiéval, et la logique des faubourgs qui s'enroulent autour du centre de Berlin. C'est dans ce Berlin qu'apparaît l'idée faire de la ville de l'électeur devenue ville du roi de Prusse une capitale culturelle, une sorte d'Athènes sur la Spree. Pourquoi Athènes ? En parallèle à ce qui se passe à Saint-Pétersbourg, avec l'idée, la découverte de la Grèce et du rapport non plus seulement avec Rome, mais avec la Grèce de la capitale russe. Ici, c'est l'idée d'une ville qui serait un centre intellectuel et qui trouverait son Parthénon, trouverait son Odéon, trouverait son Agora, et en fait plutôt son forum en utilisant la locution latine. Donc ce forum Fredericianum que vous voyez ici est composé de part et d'autre d'Unter den Linden par une série de bâtiments que j'ai évoqués rapidement, avec notamment le bâtiment de l'université, celui de l'opéra, celui de la grande bibliothèque, l'arsenal, car la Prusse reste une nation militaire, et tout ceci à 2 pas du palais royal, du palais des Hohenzollern, qui se trouve ici. On le voit mieux sur cette photo aérienne qui nous montre à nouveau l'opéra, la bibliothèque, l'université, le palais se trouve là-bas. À gauche, une hypothèse de restructuration de cet espace qui fut proposée par Karl Friedrich Schinkel, grand architecte du Berlin des débuts du XIXe siècle. On voit ici Schinkel proposer une série de transformations et une régularisation de cet espace, notamment ici le palais des Hohenzollern, construit par Schlüter, dont j'ai montré une vue à propos de
situé face au palais, ici, sera utilisé par Schinkel pour créer un premier bâtiment nouveau, signifiant cette présence de la référence à l'antique. C'est l'Altes Museum, qui est à la fois une colonnade, la colonnade d'un temple à l'extérieur et la rotonde du Panthéon à l'intérieur. C'est donc un collage architectural dans le même temps que ce bâtiment réoriente complètement le centre de Berlin. Schinkel ne s'arrête pas là, et il est intéressant de voir cet architecte extrêmement habile à pratiquer toutes les écritures et qui était largement pétri de connaissances sur Rome et sur la Grèce. Il est intéressant de le voir rapporter, c'est ce que l'on voit ici sur l'image du haut, de Manchester après son voyage de 1826, de rapporter l'image des entrepôts et des usines en briques des villes d'Angleterre et de les utiliser pour un de ses plus beaux bâtiments, la Bau Academy, que vous voyez en bas, bâtiment qui a été détruit non pas par la guerre, mais par les autorités de la République démocratique allemande, et qui n'a pas été reconstruit, dont la reconstruction fait l'objet aujourd'hui de maintes polémiques à Berlin, bien plus que celle du Château Royal qui a été refait. Donc vous voyez ici cet autre registre, c'est Berlin avec Schinkel et avec une politique d'État qui tente de développer l'industrie et l'artisanat, s'identifie à une ville beaucoup plus proche, à une ville quasi contemporaine, qui est Manchester, s'identifie à l'Angleterre et s'engage dans la poursuite d'un destin industriel que l'on ne perçoit pas du tout lorsqu'on examine le résultat de tout cela, le forum Frederiциanum et la statue de Frédéric le Grand à droite sur ce magnifique tableau de Gärtner qui nous montre aussi combien le palais royal domine encore et sa coupole domine encore le paysage. Donc c'est un centre urbain qui est largement infusé de sources d'ailleurs. Ces sources, on les retrouve dans une certaine mesure lorsque Schinkel et les différents officiels, les différents experts de la couronne vont s'attaquer à la croissance de Berlin à partir du premier tiers du XIXe siècle. Ici, un projet de Schinkel pour l'aménagement du quartier de Moabit, au nord de la Spree. La porte de Brandebourg se trouve ici, et vous voyez la création ici d'un grand champ de manœuvre, d'une prison panoptique, c'est l'élément le plus moderne dans ce projet, en bordure de Berlin. Projet partiel qui est contemporain d'un projet beaucoup plus général, élaboré en 1840, donc à un moment où Paris est en train d'édifier l'enceinte de Thiers et de s'enfermer à l'intérieur. C'est vers Londres que l'aîné regarde lorsqu'il crée à la fois un système de parcs, que vous voyez ici, de grands parcs, et un système de voies de liaison. Regardez ces voies de liaison courbes qui commencent à ceinturer, qui entendent ceinturer le centre la partie édifiée de Berlin. Berlin saisi par l'industrie, ce que montre magnifiquement ce tableau d'Adolf von Menzel qui évoque l'enfer de la sidérurgie de manière tout à fait éloquente. Et c'est aussi une ville, Berlin, qui comme Paris, s'inscrit au centre du réseau des chemins de fer de la Prusse, ce qui donne naissance à des projets tout à fait remarquables. Ici, ce projet de gare centrale qui n'a pas été réalisé et qui aurait été, on voit, je pense, assez clairement la relation, qui aurait été une interprétation urbaine du Crystal Palace de Londres, construit en 1851. Donc une sorte de Crystal Palace avec des trains dedans. Projet non réalisé. J'ai déjà parlé aussi d'un autre élément, d'une autre réalisation anglophile ou londonophile, qui est le quartier de villa de West End à Charlottenburg, non pas tellement dans son tracé, qui est un tracé qui n'a rien de l'informalité
des lotissements britanniques, mais dans sa dénomination et dans sa place à l'intérieur du dispositif territorial de Berlin. Je voudrais m'arrêter maintenant sur un projet extrêmement important pour Berlin, qui est le projet d'extension de l'ingénieur James Hobrecht, qui est élaboré en 1962. Vous avez à l'esprit la forme du Berlin constitué de nappes successives. Le projet de Hobrecht est un projet qui tend à créer une très ample ceinture bâtie autour de la ville. Vous la voyez en rose ici, cette ceinture est constituée de boulevards, de systèmes d'îlots et de systèmes de places, donc très peu d'espaces verts de grande taille. C'est un projet de croissance, par contraste avec un dispositif que Hobrecht connaît bien et qu'il découvre, puisqu'il se rend à Paris, à Londres, à Hambourg. Hobrecht, qui est un ingénieur à l'origine, et pas un administrateur comme Haussmann, qui dispose d'une administration assez pléthorique, retourne le système haussmannien. On pourrait parler peut-être de similitude inverse, c'est-à-dire qu'il retourne le système des places. J'ai à l'esprit par exemple la place de la République ici. Il retourne le système des places et des voies pour faire de ce qui était un système de transformation de la ville existante, construit sur la ville existante, un système de croissance dans lequel ce langage est utilisé de façon opposée. Sur ce dessin réalisé par Jonas Geist, auteur d'un livre magnifique en 3 volumes sur la maison à loyer berlinoise, qui a réhabilité le plan de Hobrecht, qui en a fait un objet d'étude au moment où les historiens français, je pense à Pierre Pinon, je pense à d'autres aussi, à Castex et Paneret dans leur livre de l'îlot à la barre, c'est le moment autour de 1980 où on a cessé de critiquer Haussmann et où on a commencé à essayer de le comprendre et de l'analyser. Donc vous voyez en tout cas autour du centre de Berlin, ici, ce qui fut réalisé entre 1962 et 1940, donc 80 ans de réalisation, et vous voyez ce système de voies et ce système de places créé en noir. Très important ici le rapport en miroir avec Paris. À Paris, c'est en 1964, après l'extension, l'absorption des terrains situés entre l'enceinte des fermiers généraux et l'enceinte de Thiers, la création du Paris des 20 arrondissements, et non plus 12. C'est alors qu'est créé un boulevard de ceinture qui prendra le nom de boulevard des Maréchaux en 1964. Boulevard des Maréchaux, ce seront les maréchaux de l'Empire de Napoléon. Cette dénomination intervient le 2 mars 1964 exactement. Eh bien, le 9 juillet 1964 très exactement, le gouvernement allemand décide de créer un Generalzug, c'est-à-dire de faire de cette ceinture qu'avait déjà imaginé Lenné un boulevard qui aurait les noms des maréchaux ou des généraux allemands qui avaient mené la guerre dite de libération nationale entre 1812 et 1815 contre Napoléon. Donc vous voyez, par ensemble de boulevards, mais aussi les boulevards se ressemblent, mais les dénominations sont évidemment antagoniques. En tout cas, le rapport est un rapport spéculaire assez intéressant. Donc le Generalzug, le tracé général des généraux est un élément important, comme l'est le système des places. Et ici, nous voyons comment ces places et ces voies du plan d'Hobrecht sont aménagées. Une remarque très importante, donc, rues et places, voilà les places à gauche dans le principal manuel d'urbanisme allemand de la période, celui de Stüben, les places parisiennes, à droite, une place créée au début du XXe, toute fin du XIXe à Berlin. Ici, les îlots du plan de Berlin que Stüben, dans le même tracé, compare à ceux d'autres villes européennes, et ces îlots qui peuvent être comparés à ceux de quartiers antérieurs à Berlin même. Ce qui est important, c'est l'échelle de ces îlots. Ce sont des îlots extrêmement grands, bien plus grands que les îlots parisiens,
Et ce qui est très important, c'est que ce plan, contrairement à Paris, ce Berlin n'est pas découpé selon un principe de classe appliqué à l'ensemble de l'agglomération comme à Paris. Quartier bourgeois, quartier ouvrier. Il y a, non pas interpénétration, mais il y a coprésence de types de constructions différentes. Donc, certains îlots sont des îlots de construction bourgeoise, d'autres îlots, et une très grande majorité d'entre eux, à vrai dire, sont des îlots de Mietskasernen, de casernes à loyer. Nous voyons ici un exemple de ces casernes à loyer. L'un de ceux qui a étudié précisément Geist dans son livre, c'est le Meyershof, dont vous voyez l'entrée. C'est un ensemble de logements ouvriers qui rassemble six bâtiments dans la profondeur de l'îlot. 6 bâtiments et autant de cours, plutôt 5 cours qui les séparent. Donc une extraordinaire densité qui est assurée par les grands îlots de ce plan de Hobrecht. De la même manière, en parallèle, l'innovation architecturale arrive à Berlin, en rupture avec les modèles éclectiques qui dominaient jusque-là, au début du XXe siècle, une certaine anglomanie que l'on trouve dans les maisons en rangée de gauche et à droite dans ces villas, dans cette villa de Muthesius, ici inspirée par une villa britannique construite quelques années plus tôt. Muthesius apporte les thèmes de l'architecture domestique anglaise en Allemagne dans cette période et transformera de ce point de vue toute la scène de la pensée architecturale allemande. Cette ville de Berlin est une ville qui se modernise rapidement, qui devient la capitale industrielle de l'Empire, avec un réseau ferroviaire extraordinaire qui a comme caractéristique d'être intégré. Les principales voies de chemin de fer venues des périphéries de l'Empire se raccordent à une voie annulaire et traversent la ville avec le S-Bahn ou le Stadtbahn, le chemin de fer urbain, qui permet aux grandes lignes d'arriver en plein centre du centre de l'Empire. C'est ce dispositif que l'on baptisera, à cause de son dessin, la tête de chien. Vous lisez la tête de chien, qui va permettre cette croissance de Berlin qui, par certains aspects, n'est comparable qu'à la croissance des grandes villes américaines de l'époque. Berlin devient aussi une capitale industrielle, notamment dans le champ de l'électricité. Elle sera surnommée Elektropolis, la ville de l'électricité. Elle est comparée, et c'est là que l'interurbanité se cristallise, avec les métropoles du monde. En 1910, à l'occasion de la première grande exposition d'urbanisme jamais organisée, vous voyez ici, là, ce qui est intéressant, c'est de voir les flèches, les diagrammes de croissance, celui de Berlin, qui ne se compare pratiquement qu'à celui de Chicago après l'incendie de 1871. Et ce parallèle avec Chicago est très clairement lu, par exemple par le sociologue français Maurice Halbwachs, qui écrira que pour qui voulait avoir une idée de la grande ville américaine au début du XXe siècle, il était plus simple de se rendre à Berlin et que la ressemblance était frappante. 1910, c'est un grand moment dans la réflexion sur l'avenir de Berlin, en prélude à la croissance de la ville, la création d'un grand Berlin qui annexerait les faubourgs, ce qui fut impossible à Paris jusqu'à aujourd'hui. Cette exposition est marquée par une grande, présence des études urbaines, un énorme travail de connaissance démographique et systémique et morphologique de Berlin est entrepris. Par exemple, ici, ce diagramme nous montre la croissance de la population de Berlin pendant 40 ans, comparant cette croissance au pic d'une chaîne de montagnes. C'est aussi à cette exposition que sont présentés les projets pour l'aménagement du Grand Berlin, pour le plan d'extension de Berlin. Et ce qui est intéressant, lorsqu'on regarde le programme de ce concours, comme je le fais ici, comme je vous le montre ici, c'est que ce concours est un concours pour lequel les références sont américaines. Ce n'est plus Paris, ce n'est plus Vienne. Le système des parcs de Washington, que l'on a déjà vu, avec déjà le plan de la commission Macmillan, le système des parcs du Bronx. Et les projets qui résultent de tout ça, les projets de plan,
sont des projets très pénétrés des idées américaines. Un des lauréats propose notamment ce schéma de la grande ville, de la grande métropole unitaire à l'intérieur de laquelle des pénétrations vertes permettraient une certaine aération. Ce schéma, dont on voit le dessin plus géométrique et plus géométral, et moins symbolique, est le grand diagramme qui orientera la réflexion sur les métropoles au XXe siècle, bien plus que celui des cités-jardins de Hénard. C'est aussi, en 1910, la présentation du plan de Chicago de Burnham de 1909, avec son système radial extrêmement affirmé. Il fait l'objet d'une publication en 1911. Et si le projet ici de Möhring est inspiré par le système de parc américain, le projet de Schmitz, qui connaît bien l'Amérique, est plus largement inspiré du projet de Burnham. Et c'est un projet qui va lui-même inspirer notamment le plan de 1940 dessiné par Albert Speer. La réflexion sur la grande ville est une réflexion qui notamment passe par la célébration de la verticalité. Berlin, électropolis, Berlin qui était Athènes sur la Spree se voudra Chicago sur la Spree. Ce slogan est proposé par Walter Rathenau, homme d'affaires et homme politique. Rathenau sera ministre de l'armement pendant la Première Guerre mondiale. Rathenau, père et fils, étaient les dirigeants de l'AEG, de la grande entreprise de construction électrique pour laquelle Peter Behrens a travaillé. Et Rathenau, que vous voyez ici fraternellement enlacé à Thomas Edison devant une des turbines de sa fabrication, Rathenau sera parmi les hommes d'affaires et les architectes interrogés sur une possible troisième dimension de Berlin, ce que vous voyez dans cette brochure publiée en 1912. Berlin doit-il croître verticalement? La réponse est oui, Berlin doit se rapprocher des villes américaines, et c'est ce qui se jouera en 1921 avec le concours pour un premier immeuble de bureaux sur la Friedrichstraße. Parmi les projets, le célèbre projet de Mies van der Rohe à gauche, qui est un projet largement dérivé dans sa transparence de ses vues des chantiers new-yorkais et dans l'utilisation de ces canyons creusés à l'intérieur de la masse, largement inspirés de bâtiments comme The Equitable que vous voyez à droite. Dans cette phase d'unification de Berlin, cette unification est accomplie en 1920, un Berlin étendu à l'échelle de la région, à l'image du Grand Londres ou du Grand New York, mais certainement pas d'un Grand Paris qui n'existe pas. Dans cette phase, les références à l'Amérique ne manquent pas, et celles à l'Angleterre survivent. Prolongeant la réflexion d'Ebenezer Howard sur la cité-jardin, Raymond Unwin a commencé une réflexion sur les villes satellites, comme vous le voyez à gauche, l'idée d'une ville faite de noyaux distincts. Et c'est dans cette perspective qu'il faut lire les grands ensembles de logements sociaux de la République de Weimar, comme celui de Britz à droite. Britz est un produit de Taut, architecte, et du responsable de l'urbanisme de Berlin dans cette phase, qui s'appelle Martin Wagner, qui a lui-même une relation très précise et très, je dirais, attentive à l'Amérique. Wagner voyage aux États-Unis et publie un livre sur les problèmes d'urbanisme américain. Il est notamment fasciné par l'interaction entre le secteur privé et le secteur public. Donc il n'est plus intéressé simplement par les plans de ville, ça n'est plus l'observation des compositions urbaines, c'est l'observation d'une manière de faire la ville, et c'est ce qui va inspirer le programme du concours pour le réaménagement de l'Alexanderplatz qu'il organise en 1929. Donc Berlin se veut ville modernisée à l'américaine. C'est vrai dans la sphère du logement, c'est vrai dans la sphère des affaires, c'est vrai aussi dans la sphère des loisirs, avec par exemple la grande plage de Wannsee à droite, la grande plage sur évidemment de l'eau douce qui est construite alors que le chantier de Jones Beach est engagé à Long Island, chantier que Martin Wagner a visité. Donc le rapport
avec les plages de New York, le système des parcs de New York est très clair à un moment où finalement l'hypothèse d'une Allemagne fordiste commence à s'affirmer. Lorsqu'Albert Speer est chargé par Hitler d'aménager Berlin, d'aménager la capitale du Reich, censée être millénaire, eh bien, il ne part pas de rien. Il part notamment de travaux antérieurs. J'ai parlé du projet de Schmitz. Je pourrais parler aussi du projet de Martin Mechler, ici, qui est un projet de création d'un grand axe nord-sud sur lequel Mechler travaille pendant des années. Speer s'en empare, un peu comme Haussmann s'était emparé, et Napoléon III, des projets antérieurs. Speer, évidemment, réfléchit au modèle parisien, au modèle du grand axe du Louvre et des Tuileries à l'Étoile, qui vraiment obsède tous les urbanistes de l'époque. Et enfin, il a affaire à un personnage comme Hitler qui est fasciné par Paris. Hitler se fait photographier devant la Tour Eiffel pour cet ouvrage de propagande, une photo très retouchée d'ailleurs. Tous ses compagnons ont été enlevés de la photo de 1940. Il avait dessiné en 1925 ce très mauvais arc de triomphe que l'on retrouve sur le projet fidèlement recopié par Speer ici, à titre de flatterie, et j'ai déjà insisté sur l'importance qu'avait pour Hitler et pour tous les observateurs allemands de la France cette réflexion sur l'idée que Paris était en tant que tel une œuvre d'art. Mais il n'y a pas que cela dans le plan de Speer, et je voudrais aussi insister sur l'aspect résolument moderne, pourrait-on dire, de ce plan, qui est le fait que l'axe nord-sud que vous voyez ici dans le centre de Berlin, c'est cette petite tracée noire, il est en fait inséré dans un système viaire qui inclut un gigantesque réseau autoroutier, une grande autoroute de ceinture, et que le modèle ici est évidemment un modèle états-unien, même si les autoroutes ont commencé à se développer en Italie dans les années 20. Donc le plan Speer est un modèle qui intègre ces sources très différentes. Berlin largement détruit en 1945, fait l'objet de plusieurs projets d'aménagement dans cette période. Le plus intéressant, je l'ai déjà évoqué, c'est le projet de Hans Scharoun, l'idée d'une ville reconstruite complètement selon un tracé nouveau que l'on peut mettre en rapport avec les recherches menées par les modernes radicaux anglais dans les années de la guerre. Mais certainement l'opération la plus marquante de l'après-guerre, c'est celle qui se déroule à l'Est, dans le secteur d'occupation soviétique qui devient la capitale de la République démocratique allemande en 1949. Pendant un bref moment, les urbanistes est-allemands croient faire plaisir à leurs maîtres soviétiques auxquels ils obéissent de manière parfois relâchée en construisant un mini gratte-ciel stalinien. Donc voilà le gratte-ciel auquel Berlin a échappé, dessiné par Richard Paulik, ancien élève du Bauhaus dans les années 20. Et ce qui est réalisé, c'est une voie linéaire, la Stalinallee, dont un des éléments déterminants sur le plan monumental est cette paire de petits gratte-ciel art déco qui n'ont rien de soviétique, que vous voyez ici sur ce plan, ici exactement. En revanche, le plan lui-même, avec ses grands îlots, est un plan qui dérive vraiment des techniques de l'urbanisme soviétique de l'après-guerre. L'idée de faire de grandes voies rideaux qui ont l'avantage de cacher ce que sont encore des champs de ruines de chaque côté de la voie. Donc en tout cas, c'est l'importation dans Berlin d'un dispositif urbain inventé à l'Est. On le voit ici avec cette vue de la Stalinallee au début des années 60, avec ces deux tours qui ne reprennent pas un motif américain, mais qui reprennent un motif berlinois antérieur, et que l'on peut comparer au Leninski Prospekt construit au même moment à Moscou. Alors Moscou, parlons-en. Je voudrais commencer par le début. Moscou est une ville qui a un mode de constitution plus comparable à celui de Berlin qu'à celui de Saint-Pétersbourg. C'est une ville qui se développe à partir d'un premier noyau que vous voyez ici et qui illustre très bien cette dichotomie dont j'ai parlé dans mon cours
sur Saint-Pétersbourg, entre le Kremlin, la forteresse et le Possad. Le Kremlin, l'enceinte, qui à Moscou se dénomme Kitaïgorod, qu'on traduit en général par la ville chinoise. Puis la ville se développe, le Kremlin construit sur une colline, au bord de la Moskova, puis la ville se développe par anneaux concentriques, séparés par de très grandes voies qui sont censées empêcher la propagation des incendies. Une première ville baptisée la ville de terre à cause de la couleur de ses maisons, la ville blanche qui la prolonge et qui est enserrée à l'intérieur d'enceintes qui vont progressivement être repoussées vers l'extérieur. Voilà une vue d'origine, une vue une vue de la ville 2 siècles plus tard. Le noyau initial que l'on voyait sur l'image précédente, le voici, mais que la ville a cru par anneaux successifs. Donc c'est une structure qui est beaucoup plus claire que la structure passablement confuse de Berlin. C'est aussi une structure par plaque et c'est aussi une structure par collage, mais le collage a une règle qui est celui d'une croissance radioconcentrique presque parfaite, qui est bordée comme à Berlin par un mur douanier, par un mur d'enceinte que l'on voit ici, qui est construit au milieu du XVIIIe siècle. Donc cette ville, elle est passablement étendue avec un système de bâtiments publics et d'églises assez diffus, très peu d'espace libre. L'occasion de construire des espaces libres et de transformer la ville, elle est donnée en 1812 par le grand incendie de Moscou. La ville prend feu et force la Grande Armée à une retraite désastreuse. Vous voyez ici en gris tout ce qui brûla en 1812. Donc un gigantesque cataclysme, encore plus grand sans doute que celui qui dévasta Londres en 1666. Vous voyez que, malgré tout, subsistent quelques éléments monumentaux dans le centre. La ville va être reconstruite avec de nouvelles formes urbaines, notamment la transformation de cette voie annulaire qui était assez sinueuse et assez étroite en une promenade sur le modèle des boulevards parisiens. Vous voyez ici ce boulevard qui fait le tour de Moscou, du centre de Moscou, et qui existe toujours aujourd'hui, comparé à un boulevard parisien. Je ne m'apaisanterai pas sur la Moscou du XIXe siècle. C'est une Moscou essentiellement marchande, une Moscou dans laquelle la reconstruction de la ville se fait largement en bois ou en briques enduites, mais en tout cas pas sur des modèles aussi somptueux que ceux de Saint-Pétersbourg, avec, comme à Saint-Pétersbourg, une standardisation des types architecturaux. C'est une ville, celle de Moscou, où l'industrie apparaît et les techniques modernes apparaissent à la fin du XIXe siècle, et je l'illustrerai par cette confrontation entre une des premières centrales électriques, en fait la deuxième centrale thermique construite à Moscou, et la cathédrale du Sauveur, construite au milieu du XIXe siècle pour célébrer la victoire sur Napoléon et que Staline détruira à la dynamite en 1931. Le plan de Moscou, le voici, en 1912, il est passablement confus. Contrairement à Saint-Pétersbourg, et à part l'épisode de la reconstruction après 1912, Moscou, qui est une ville, Saint-Pétersbourg à son apogée aura peut-être 4 millions d'habitants, Moscou doit en avoir 2, c'est une ville qui n'a pas de plan d'aménagement, de plan de régulation. C'est une ville qui s'est développée sans planification et donc une ville qui ressemble beaucoup, comme le notera Le Corbusier lors de son voyage de 1928, à une agglomération rurale. Le Corbusier en 1928 dira, c'est un propos assez fameux, Moscou, embryon d'un monde nouveau, c'est la Russie rouge, embryon d'un monde nouveau, habite encore une vieille carcasse de village asiatique. Donc voilà ce village asiatique, il exagérait bien entendu, mais Walter Benjamin, qui visita Moscou peu avant Le Corbusier, eut les mêmes remarques, fit des remarques similaires en disant que la ville ressemblait fortement à sa propre périphérie. Donc dans cette ville, il y a des projets de réforme avant 1914. L'un d'entre eux est celui de l'ingénieur Balinsky qui imagine
créer un réseau de chemins de fer métropolitains et une gare centrale. Et vous voyez qu'il aurait sans pitié implanté sa gare centrale à quelques mètres de la place Rouge et de l'église Saint-Basile. Vous voyez ce viaduc, très inspiré aussi à la fois par les viaducs américains et ceux de Berlin. Plus hardi, 1912, ce sont ces visions d'une Moscou métropolitaine, d'une Moscou sillonnée par des monorails, ponctuée par des immeubles en hauteur, une Moscou modernisée de façon radicale, caricaturale, qu'il est difficile de ne pas rapprocher des vues qui s'échangent dans cette période de la New York de l'avenir. Les King's Views of New York nous montrent une ville du même ordre, survolée par des aéroplanes un peu désuets, une ville qui croît autant dans ses profondeurs que dans sa hauteur. C'est aussi peu avant la guerre de 14 que le mouvement pour la cité-jardin, dont j'ai déjà parlé rapidement, se manifeste en Russie, que les textes fondateurs d'Ebenezer Howard sont traduits, que les premières idées de cité-jardin apparaissent, mais elles ne se réaliseront pas véritablement avant les années 20. Ce sera le cas, par exemple, de ce faubourg-jardin de Sokol, qui se trouve au nord-ouest de Moscou, qui est créé à partir de 1923. Vous voyez ici ce découpage de type cité-jardin que je rapproche de celui de Hampstead. Et il est vrai qu'il y a dans certains coins du plan de Sokol des accents britanniques. Je ne les surestimerai pas. En tout cas, ce qui est intéressant est de voir ces maisons typiquement russes implantées sur ce tracé largement britannique. Pourquoi une cité-jardin? Pourquoi un faubourg-jardin? Les premières hypothèses de transformation de Moscou après la Révolution vont dans ce sens. Les premières idées ne sont pas l'idée d'une métropole continue à la Berlin. Les premières idées sont des idées décentralisatrices plutôt à la Londres. Et c'est ce que l'on voit dans ces deux plans qui sont discutés dans les premières années du régime soviétique, alors que la ville, sans urgence, parce que la ville a perdu une grande partie de sa population pendant la guerre civile et qu'elle ne se repeuple qu'assez lentement. Une grande étape, c'est ce plan de 1924 pour la nouvelle Moscou. On retrouve le système de Moscou ici, le centre, l'anneau, les boulevards, l'anneau dit des jardins, et l'idée d'une ceinture de cité-jardin ou de faubourg-jardin. On note aussi la présence très forte de l'industrie. Certaines hypothèses faites pour ce plan sont des hypothèses modernes, et ce projet notamment de Leonid Vesnine ressemble très fortement à la rue Mallet-Stevens à Paris, mais qui ne sera construite qu'en 1927. Illustration de ce plagiat par anticipation de Pierre Lagarde dont j'ai parlé dans mon premier ou dans mon deuxième cours. Les échanges sur le plan de Moscou sont des échanges qui vont durer très très longtemps et qui vont mobiliser énormément d'énergie d'architectes russes et aussi beaucoup d'énergie d'architectes européens travaillant à Moscou, parfois pendant quelques mois, parfois pendant quelques années. Donc, vous voyez à gauche une hypothèse radicale qui est celle de Ladovsky, le chef de file des architectes rationalistes, qui imagine une sorte de plan parabolique selon lequel Moscou se développerait dans la direction de Saint-Pétersbourg, rebaptisé Leningrad, à partir de son noyau ancien. Donc ce n'est pas une croissance concentrique, c'est une croissance axiale, une modalité de croissance qui, sans l'inspirer vraiment, peut faire penser à la politique qui a été menée par Poutine depuis quelques années, de création d'une sorte de nouvelle Moscou vers le sud-ouest, sur les territoires ouverts du sud-ouest. À droite, très important projet, grande contribution, celle de Le Corbusier en 1930. Il lui est demandé par la municipalité de Moscou de réfléchir à l'avenir de la ville, et il dit tout simplement, eh bien, rasez tout. Donc c'est une hypothèse bien plus radicale que celle du plan voisin. Pour Paris, la ville est complètement rasée à l'exception de certains de ses monuments, et un plan de ville rationnel est suggéré. Ce plan, vous le voyez ici à gauche, c'est un plan qui est issu des projets antérieurs de Le Corbusier, notamment sa ville contemporaine de
22. Il y a une différence. Le Corbusier célèbre et met en évidence un quartier directionnel qui n'est plus, évidemment, dans le système bolchevique, la ville des affaires. Ce n'est plus la cité des affaires comme dans ses projets antérieurs, c'est le quartier général du plan quinquennal. Et surtout, il insère une base industrielle dans une image étrangement anthropomorphique, dans laquelle l'industrie serait la base, serait presque les jambes de cette ville, et le quartier général de la bureaucratie, la tête en haut. Ce projet est directement transposé dans celui de droite, que le Corbusier dénomme en 1930, quelques semaines plus tard, la ville radieuse, lorsqu'il le présente au 3e Congrès international d'architecture moderne de Bruxelles, au 3e CIAB. Donc ici, ce que l'on voit, c'est que même si l'apport de Le Corbusier est minime dans le cas de Moscou, comme on va le voir, peu de traces, sinon aucune trace ne reste de son plan, ce qui n'empêche pas beaucoup de Russes d'être convaincus aujourd'hui que les destructions de la période stalinienne lui sont apportées à son débit, que seul un étranger a pu faire ça à Moscou, en l'occurrence c'est le seul dont ils connaissent le nom. En revanche, l'expérience de Moscou va être une source pour ce projet qui va guider Le Corbusier pendant toutes les années 30, qui va être la matrice à partir de laquelle il concevra ses différents projets. En 1932, le projet de Le Corbusier est gardé, je dirais, à l'horizon. On le considère comme une espèce de données, de documents, mais les équipes présentes à Moscou sont invitées à en élaborer d'autres. Ces équipes, ce sont notamment des équipes russes. Ici, Kratiuk, en bas, l'équipe de la Vopra. Je passe sur le nom sur les détails de ces projets, et 3 projets dus à des architectes étrangers, à des architectes venus travailler en Russie, qui vont être déterminants dans le débat sur l'avenir de Moscou. Ces architectes, c'est 2 brigades d'Allemands et de Suisses, et un technicien allemand très particulier. Ces 2 brigades, c'est celle de Ernst May, qui était jusqu'à 1930 l'urbaniste en chef et l'architecte en chef de Francfort-sur-le-Main, et qui vient en 1930 avec un groupe très consistant d'architectes et d'ingénieurs. À droite, c'est la petite brigade d'enthousiastes largement communistes, en tout cas très engagés, qui vient du Bauhaus de Dessau avec son directeur suisse Hannes Meyer, qui vient d'être congédié. Donc à gauche, ce sont des spécialistes, des techniciens, très grassement payés comme techniciens. À droite, ce sont des camarades très mal payés, très mal logés, et dont l'enthousiasme ne se démontrera pas jusqu'à ce qu'ils finissent par être arrêtés, déportés ou fusillés, alors que ceux de gauche, dans leur grande masse, réussiront à retourner en Allemagne et deviendront, pour certains d'entre eux, de parfaits nazis. Donc 2 équipes, 2 destins différents et des projets différents. Le projet de May pour Moscou, pour le concours de 1932, est une adaptation de son projet pour Francfort. Vous voyez ici Francfort, le centre et les périphéries imaginées en gris, selon le principe des cités satellites anglais. Donc vous voyez Unwin et ses cités satellites, Unwin avec qui May a travaillé. May reprend cette idée à Francfort, et vous voyez le plan de Moscou. Moscou est une ville qui reste très, vous le voyez ici, très compacte en tant que telle. May refuse toute croissance continue et crée des cités satellites qu'il appelle des combinats. C'est la sémantique du plan quinquennal, des combinats. En voici un avec son système de bâtiments linéaires, son système de barres qui reprend les idées utilisées à Francfort. Ici, le projet de Meyer est un projet mixte, mais dans lequel on trouve aussi l'idée de quartiers nouveaux et rationnels, de quartiers fonctionnels construits en périphérie de la ville. Mais la contribution la plus importante, c'est celle d'un 3e larron, qui est un architecte du nom de Kurt Meyer, que vous voyez ici. Kurt Meyer a ce site particulier, et c'est assez piquant dans son histoire, d'avoir été l'urbaniste de Cologne,
dans les années 20, dont le maire était un certain Konrad Adenauer. Donc c'est l'urbaniste d'Adenauer qui va devenir le dessinateur du projet de Staline pour Moscou, projet endossé par Staline à Moscou. Je trouve qu'il y a une certaine ironie dans tout cela. Malheureusement pour ce pauvre Kurt Meyer qui sera déporté et mourra au Goulag en 1944. Le projet de Kurt Meyer est un projet intéressant. Vous le voyez à droite, il est difficile à comprendre, mais vous comprenez tout de suite que c'est un projet compact, que c'est un projet qui abandonne toutes les idées de cité-jardin et de ville satellite. C'est un projet compact pour reconstruire Moscou sur elle-même. Donc on passe de la logique des plaques, de la logique du collage, à la logique du palimpseste. On revient à cette technique d'aménagement qui n'avait pas été la technique moscovite jusque-là. Et deux images sont importantes pour comprendre ce projet. Celle du projet de Möhring, que j'ai déjà montré, celle de la ville continue avec ses quartiers industriels dans la périphérie, son centre, ses quartiers d'habitation et ses percées vertes allant jusqu'au centre. C'est véritablement une des sources du centre du projet de Möhring. Et ici, un projet qu'il connaissait bien puisqu'il avait eu à le gérer et à le réaliser, qui est le projet de Cologne, avec une ceinture verte. Et là aussi, vous le voyez, des systèmes, une seconde ceinture verte et des systèmes de pénétrantes vertes. Un système de parc évidemment plus détaillé que celui de gauche, qui n'est qu'un principe. Donc, ce que fait Meyer, et vous voyez ici deux de ses dessins, c'est de dessiner un système de voies radiales, renforcer les voies radiales vers le centre et à partir du centre, et renforcer les voies annulaires, les voies de rocade, vous voyez ces petits dessins, autour du centre. Un double système parfaitement radioconcentrique qui correspond aussi à une autre source, qui est cette fois-ci une source parisienne, dans la réflexion sur Moscou. Ce sont les études sur les transformations de Paris de Eugène Hénard, que j'ai eu l'occasion de republier récemment, il y a une dizaine d'années. Hénard, en 1903, avait comparé, j'ai déjà parlé de lui à propos de Londres, du poulpe géant à Londres. Hénard avait dessiné le schéma de Moscou. Et c'est ce schéma qui était une interprétation, une analyse de Moscou dans ses dessins, qui va servir de matrice, qui va être articulé avec le principe berlinois ou le principe de Cologne pour devenir le plan de 1935. Vous voyez en bas comment, lorsque le plan de 1935 est présenté dans un magnifique album de Rodchenko et Stepanova, des deux artistes constructivistes, eh bien, le schéma de Hénard est repris. Il est repris comme s'il allait de soi, il ne lui est pas crédité. Alors le résultat, le voici, c'est ce plan de 1935 qui est signé par Semyonov et Tchernyshov et indirectement par Staline, mais qui est en fait le plan qui reprend directement les hypothèses de Kurt Meyer. Voie concentrique, voie de rocade, voie radiale, notamment une nouvelle radiale vers le nord, une autre grande radiale vers le sud-ouest, et un système de parcs. Vous voyez ici comment ces systèmes de parcs sont censés se prolonger jusque dans le centre. Donc on voit bien que ce plan qui joue un rôle un peu comparable historiquement à celui du plan de Hobrecht ou du plan d'Haussmann pour Paris, ce plan de grande modernisation de la capitale, il a des origines complexes. Et il a aussi une origine qui apparaît de plus en plus clairement au fil de sa réalisation. Et cette origine, c'est Saint-Pétersbourg. Katerina Clark, dans un article tout à fait éclairant d'un livre qu'a publié Eva Bérard, intitulé « Saint-Pétersbourg, une fenêtre sur la Russie », parle de Saint-Pétersbourg, mais à propos de Moscou, en analysant ce qu'elle appelle la péterbourgisation de Moscou, que Staline opère, pour légitimer le transfert de la capitale et pour lui donner son allure, je dirais, eh bien, il encourage, Staline, c'est un peu un terme, un brand qui représente une équipe de dirigeants opérant dans la sphère de l'urbanisme, eh bien, vous voyez ici la perspective Nievski et ses séquences monumentales transversales, Moscou, la rue Gorki, qui trouve son origine sur le manège, en contrebas de la place Rouge, qui, comme la perspective Nievski qui arrive à la gare
de Moscou à Pétersbourg arrive à la gare de Biélorussie, et vous voyez l'aménagement de ces séquences transversales, la place Pouchkine, la place Maïkovski, l'aménagement d'une place transversale ici devant l'ex-Douma devenu soviet de Moscou. Il y a une très très grande similitude, et une similitude qui sera soulignée fortement dans la manière dont le plan de Moscou sera présenté essentiellement sous l'angle de la rue Gorky. Alors, quand on regarde le détail des bâtiments, les choses sont différentes. Le premier grand îlot construit immédiatement au départ de la rue Gorky, la place du Manège est ici, la place rouge derrière le musée historique. Le bâtiment de Mordvinov, grand îlot d'habitation, est un îlot dans lequel il est très difficile de ne pas voir un écho de cet immeuble new-yorkais du début du XXe siècle. Derrière les deux se trouve évidemment l'hypothèse d'un palazzo florentin agrandi démesurément, mais la logique du soubassement, la logique des ouvertures, la logique de la frise et de la corniche. La grande différence, évidemment, c'est la présence de ces prolétaires en statue sur le haut du bâtiment. D'autres sources abondent. On pourrait par exemple rapprocher ce projet de Chiusev pour les quais de la Moskova, qui sont transformés à l'image des quais de Saint-Pétersbourg. C'est ce que Clark analyse très bien dans son texte. Ces quais transformés en quais de granit, comme à Saint-Pétersbourg. Chiusev, dans ce projet, avec ce bâtiment semi-cylindrique, évidemment, fait écho au marché de Trajan à Rome. Donc il y a clairement des sources romaines. Il y a aussi des sources autres qui ne manquent pas d'intérêt. Je pense ici à cette résurgence de l'architecture parlante, de cette architecture de la fin du XVIIIe siècle, où les édifices étaient parfois inscrits dans le champ discursif, leurs plans étant fondés sur des lettres de l'alphabet, comme dans ce traité de Steingruber. Donc, vous voyez les bâtiments. Ledoux a véritablement déployé cette idée dans beaucoup de ces bâtiments imaginaires. À Moscou, ça n'est pas imaginaire. Le théâtre de l'Armée rouge que vous voyez à gauche a été réalisé. Alors après la guerre, et c'est le dernier épisode, après la guerre, une nouvelle vague de réception se met en place à l'initiative de Staline lui-même. Je crois que les documents sont assez éloquents. Staline déclare un jour à Nikita Khrouchtchev, qu'il a rapporté dans ses mémoires, nous avons gagné la guerre et le monde entier voit en nous les glorieux vainqueurs. Nous devons être prêts à accueillir un afflux de visiteurs étrangers. Que se passera-t-il s'ils marchent dans Moscou et n'y voient aucun gratte-ciel? Ils feront des comparaisons défavorables avec les villes capitalistes. Fin de citation de Staline. Donc, il va falloir faire des gratte-ciel. C'est une décision qui est prise dans ce sens-là en 1947, mais pas nécessairement des gratte-ciel américains. Les gratte-ciel américains sont critiqués. On le voit ici dans le principal traité d'urbanisme de la période, qui considère que leur implantation à New York est faite selon les règles du profit et non pas selon les règles de la bonne composition des villes. Et donc l'idée qui est mise en avant, le propos qui est mis en avant, c'est c'est une sorte de dénégation. Le terme de gratte-ciel est banni, il est considéré comme cosmopolite, capitaliste, mauvais. C'est le terme d'immeuble en hauteur, Wysotka, qui est utilisé. Et les représentations tentent de justifier cette hypothèse. J'aime beaucoup cette grande perspective dessinée par un peintre polonais, Dąbrowski, pour justifier la construction du palais de la culture et de la science, cadeau de l'Union soviétique à Varsovie. Et vous voyez cette représentation étonnante. Pourquoi ? Parce que le palais des soviets qui était encore en chantier et les gratte-ciel sont montrés comme s'ils étaient plus petits que les tours du Kremlin. Alors qu'en général, c'est l'inverse. On essaie de célébrer la grandeur des tours. C'est d'ailleurs ce qui se passe ici. Autre dessin qui nous montre la skyline de Moscou, de la Moscou ancienne, et la skyline de la Moscou nouvelle, comme si tous les gratte-ciel se touchaient. Donc en tout cas, ce qui est important ici, c'est l'effort fait pour démontrer
que les gratte-ciel n'étaient pas américains mais russes. La dénégation, qui est aussi une des formes de l'interurbanité, de ce que j'appellerais l'interurbanité négative. Mais lorsqu'on le regarde dans le détail, lorsqu'on revient par exemple aux années 30 et que l'on voit cette publication qui discute très sérieusement le projet théorique de Hugh Ferris intitulé La métropole de demain, un projet publié en 1929 dans lequel l'hypothèse est faite par Ferris que la ville de demain sera faite de centres verticaux spécialisés pour les affaires, les arts ou le business et qui seront répartis dans les différents secteurs de la ville. Donc c'est ce qu'il propose. Et Choussev, qui est l'architecte sans doute le plus puissant symboliquement à Moscou dans cette période, endosse ce projet tout à fait clairement. Donc c'est ce qui se manifeste dans cette image. L'idée d'une spécialisation des gratte-ciel groupés autour du centre de Moscou. Et c'est ainsi qu'ils sont réalisés, avec dans le détail des références multiples à des précédents nord-américains. Ici, l'immeuble de la place Vastagna de Passorkin est un immeuble dans lequel on trouve des dérivations du Rockefeller Center qui avait tellement séduit Boris Yofan, l'architecte du Palais des Soviets, lors de son voyage à New York de 1934. Ici, vous voyez donc des fragments du Rockefeller Center réhabillés avec des ornements éclectiques. Ici, l'immeuble du quai des Chaudronniers, qui est un des plus beaux de ces immeubles en hauteur, incontestablement est un immeuble qui tire son angulation et la composition de son rez-de-chaussée, de ses niveaux bas, de l'immeuble des services municipaux de New York. Donc il y a clairement une captation des objets américains, en tout cas des objets new-yorkais dans ce programme, mais il y a aussi, et je voudrais terminer par là, avec cette dernière image, il y a aussi une captation de Saint-Pétersbourg, et notamment des flèches qui s'étaient multipliées à Saint-Pétersbourg à partir de la flèche de la première, celle de la forteresse Pierre et Paul. Donc vous voyez à droite l'amirauté, à gauche l'université réalisée, le ministère de l'Industrie heureusement abandonné après la mort de Staline car il aurait écrasé le centre de Moscou de sa masse. Très bonne idée que de laisser tomber. Deux bâtiments, en tout cas un projet et un bâtiment, qui nous montrent comment finalement dans cette Moscou tardo-stalinienne, c'est une architecture, je dirais, Frankenstein qui apparaît, une architecture qui est faite de morceaux cousus ensemble, de morceaux américains et de morceaux puisés dans l'histoire récente de la Russie. Merci.